Bonjour à tous et à chacun, chacune. Aujourd'hui, 30 octobre 2023, nous avons le plaisir de recevoir notre chercheur associé, Victor David. Victor David est docteur en droit et sciences sociales de l'Université de Paris, Sciences et Lettres. Il est chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Et puis, il est également porteur pour cet institut auprès de la Conférence des Nations Unies sur les océans, des projets majeurs, des projets qui viennent nous chercher parce qu'on est tous et toutes finalement l'océan. Et puis, il a entrepris des batailles immenses pour essayer de faire reconnaître l'océan Pacifique, également la mer Méditerranée, comme des entités naturelles juridiques. Mais voilà qu'en ce jour de recherche, qu'il a fait parvenir jusqu'à Nouvelle-Calédonie, il a fait en sorte qu'il a pu s'impliquer dans un comité scientifique pour l'élaboration participative du Code de l'environnement de la province des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie. Et puis, c'est là où il a pris en compte la culture kanak sur la base d'études de droit comparé. Et puis, il va nous parler aujourd'hui sur l'introduction des droits de la nature dans les codes de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie, de la province des îles de Loyauté. En plus, depuis décembre 2022, il est membre de la Commission mondiale du droit de l'environnement. Et puis, de septembre 2019 à 2023, il a été membre des Capacity Building Task Force de l'IPBES, c'est un organisme fort important qui travaille aussi avec le secrétariat de la Convention sur la biodiversité, qui d'ailleurs a son siège à Montréal. Il est chercheur associé de notre observatoire. Et puis, on est vraiment très reconnaissant et puis de sa générosité de venir partager aujourd'hui tout son savoir, son expertise par rapport à comment ça s'est fait, cette introduction des droits de la nature dans les droits de la Nouvelle-Calédonie et finalement, comme en sachant que la Nouvelle-Calédonie fait partie également de la France, donc l'introduction dans les droits français. Alors, Victor, c'est pour nous un plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir rejoint aujourd'hui ce webinaire. Et puis, on aura, après sa conférence, on aura la place pour des questions, des commentaires et un échange amical entre nous. Et veuillez noter que la séance est enregistrée. Alors, merci beaucoup et sans plus tarder, je te donne la parole, Victor, pour que tu puisses nous expliquer bien sûr ce processus merveilleux d'avoir introduit et fait reconnaître les droits de la nature dans cet bel endroit du monde. Merci. À toi la parole. Alors, merci beaucoup, Yeni. C'est moi qui te remercie, qui remercie l'Observatoire de m'avoir proposé de partager un petit moment en faisant louper le déjeuner pour certains, puisque c'est l'heure du déjeuner pour vous. Donc, j'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps donc, de vous joindre à cette présentation. Et effectivement, bon, comme on pourrait parler longtemps, donc, mais je vais essayer d'aller quand même rapidement à l'essentiel pour vous présenter cette expérience venue de la Nouvelle-Calédonie, venue de la province des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie. Et je pense que bon, Yeni, tu le sais, nous travaillons sur les droits de la nature depuis quelques années. On essaie de faire avancer ce concept, cette idée, de faire rentrer dans le droit, faire comprendre à nos collègues, à nos concitoyens que le temps est venu de considérer la nature autrement. Et cette occasion donc de mettre ça un peu en pratique a été donnée avec le plus grand bonheur en Nouvelle-Calédonie par la province des îles Loyauté. Donc je vais revenir dessus et puis on pourra échanger tout à l'heure. Alors, je ne sais donc ouais, effectivement donc je sais pas si c'est très bien parce que j'ai un problème d'écran donc euh, ouais, je sais pas si c'est terrible, mais toujours est-il que voilà, effectivement, je remercie beaucoup mes collègues de la province des îles Loyauté, les élus de la province des îles Loyauté, qui depuis 2012 m'ont fait confiance et qui me permettent de travailler sur le projet CEPIL, c'est-à-dire le Code de l'environnement de la province des îles Loyauté, à l'intérieur duquel on a cette année, en 2023, donc introduit
une innovation que je vais vous présenter. Alors, je suis désolé, j'ai dû changer d'ordinateur à la dernière minute, donc j'ai l'impression que le diaporama il est un peu dépassé, mais c'est pas grave. Alors, l'idée, c'était effectivement j'ai appelé cette présentation donc les anges de la mer. D'habitude, on parle des les dents de la mer, donc ça fait toujours peur. Donc cette fois-ci, on va vous parler donc des anges de la mer. Et donc les anges, évidemment, donc ce sont les entités naturelles juridiques en province des îles Loyauté. Euh, donc, un peu rappeler le contexte institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, puisque, comme Yenny l'a rappelé, donc, nous sommes en territoire français, en République française, et c'est malgré tout la grande autonomie normative dont dispose la Nouvelle-Calédonie, et en particulier ses provinces en matière d'environnement, qui a permis l'innovation qu'on va évoquer. Et ensuite, donc, bien sûr, cette innovation s'appuie sur la perception kanak de l'environnement, et je vous parlerai directement ensuite des anges par la suite. Alors, la Nouvelle-Calédonie, donc, vous connaissez pour certains, pour beaucoup d'entre vous, donc c'est un pays, c'est une société plurielle, il y a, par sa population, bien sûr, mais aussi par son économie, sa nature. C'est vraiment un concentré, je dirais, de diversité, de biodiversité, mais aussi de diversité humaine, de diversité économique. La Nouvelle-Calédonie, avec ses activités minières aussi, donc est connue comme un des premiers producteurs mondiaux de nickel. Donc ce n'est pas sans problème poser des problèmes pour l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Et c'est dans ce contexte-là donc que l'on travaille en matière d'environnement en Nouvelle-Calédonie. Un petit mot sur les organes décisionnaires en Nouvelle-Calédonie, justement du fait de cette décentralisation relativement poussée. On est un peu sur un modèle inspiré du fédéralisme, c'est pas du fédéralisme tout à fait, mais c'est inspiré, notamment dans les relations entre la Nouvelle-Calédonie et ses trois provinces. Donc, ensuite, il y a les relations entre la Nouvelle-Calédonie et l'État. Donc, il y a plusieurs étages donc, dans cette organisation institutionnelle. Et dans cette organisation institutionnelle, les provinces donc, sont compétentes en matière d'environnement et elles peuvent faire leur choix politique en fonction de leur préférence culturelle. Et c'est ce qui a beaucoup joué, évidemment, donc dans les choix faits par la province des îles Loyauté, qui elle-même est peuplée à 97-98% de Kanaks, donc de population autochtone, et qui a souhaité que le code de l'environnement, que le droit de l'environnement reflète sa personnalité, sa culture, ses ancêtres. Donc, on a un code qui est différent des deux autres codes de l'environnement, puisqu'il y a trois codes de l'environnement, parce qu'il y a trois provinces. Chaque province a son propre droit de l'environnement. Et il faut avoir ça en tête pour se dire que comment c'est arrivé, quoi. Donc, effectivement. Évidemment, bon, la Nouvelle-Calédonie, c'est une nature exceptionnelle, hein. Donc, comme je vous ai dit, une partie du lagon calédonien est classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Il y a beaucoup d'endémismes, des espèces. Il y a une biodiversité qui est, je veux dire, bon, qui dépasse très largement d'autres pays. C'est un des hotspots mondiaux de la biodiversité. Voilà, donc ça c'était le petit exemple sur la biodiversité. Là, c'était sur les. Vous pouvez m'excuser hein, parce que c'est un peu. Mon ordi, il est pas génial, quoi. Pardon. Donc, à Lifou, par exemple, qui est une des trois îles Loyauté qui composent la province, on a sur 5000 hectares de mer, d'espace maritime, on a autant d'espèces que toute la Méditerranée, quoi. Donc, oui, c'est pour vous dire la richesse de la Méditerranée et de la biodiversité aux îles Loyauté. Donc, on a beaucoup de forêts encore bien protégées. Et donc, l'importance que le droit de l'environnement vienne accompagner ou protéger cette biodiversité exceptionnelle a été une ligne conductrice, quoi, donc tout le temps. Donc, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'effectivement, pour arriver à la perception kanak de l'environnement, parce que ça aussi,
Donc, à ce contexte institutionnel, à ce contexte de biodiversité, s'ajoute un troisième élément, donc la perception kanak de l'environnement. Et il faut savoir que, enfin, vous le savez, donc, bon, la Nouvelle-Calédonie est composée d'une population autochtone et de populations issues de la colonisation depuis 150 ans, enfin, maintenant un peu plus maintenant. Et donc l'organisation sociale kanak est traditionnelle, elle s'appuie autour de chefferies, ensuite des tribus et des clans et des familles. Donc, on a une organisation assez traditionnelle et la tradition, la coutume est très respectée en province des îles Loyauté. Et puisqu'on parlait des anges de la mer, donc c'était pour faire un zoom sur la mer. Donc, le milieu marin, il est bien sûr encore le support d'usage traditionnel, de pêche traditionnelle, etc. Et puis, mais aussi aujourd'hui avec la modernité, euh, euh, le, le- comment dire, on a des pratiques nouvelles qui viennent porter atteinte directement à la biodiversité. Donc la nécessité là aussi de- d'avoir un droit de l'environnement qui soit précis, qui soit effectif, qui soit puissant pour dissuader les mauvais comportements vis-à-vis de la nature. Alors, pour les Kanaks, évidemment, donc, on a une vision holistique de la vie, donc dans leur cosmovision, comme on dit. Donc, ils considèrent que l'homme et la nature ne font qu'un et que tout est relié, que l'homme et la nature sont reliés, les éléments de la nature entre eux sont reliés. Donc, on a le monde des vivants et le monde des morts qui est relié. Donc, et effectivement, ils ont cette façon de voir les choses qui est, ils le diront bien sûr beaucoup mieux que moi, et là je résume aussi. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, ils sont, pour eux, c'est normal de considérer la nature comme l'égale de l'homme. Donc, par exemple, dans différents témoignages qu'on a pu recueillir, chaque élément du vivant peut véhiculer le sacré de quelqu'un de son entourage. Donc, on comprend que certains éléments de la nature soient considérés comme euh, le représentant de l'humain, d'ancêtres. Et notamment, c'est le cas des requins qui sont considérés comme des ancêtres dans la cosmovision. On a aussi l'idée que la nature est un organisme souverain. Et ça, c'est. Ah, j'ai des problèmes de réseau, Yannis, c'est pour ça que j'avais coupé ma. Je vais essayer de la mettre de ouais. Euh, donc, la nature comme organisme souverain, c'est quelque chose d'important parce que, effectivement, on sort d'une conception où la nature peut être contrôlée par l'homme, peut être soumise aux humains. Donc, dans la vision des Kanaks, ce n'est pas du tout le cas, justement, donc, puisque la nature elle-même est un organisme souverain, c'est-à-dire qu'elle n'a rien au-dessus d'elle, et donc certainement pas les humains. Et puis, les humains font partie de cette nature. Donc, on est dans cette définition, si vous voulez, de ce que les Kanaks eux-mêmes appellent le principe unitaire de vie. On va y revenir. Donc, l'idée qu'effectivement, l'homme et la nature font un seul et que il n'y a pas à différencier, il n'y a pas à créer des échelles, il n'y a pas à créer des différences de valeur entre ce qui peut être humain et ce qui peut être naturel, etc. C'est de tout considérer comme quelque chose d'unique et dont on fait tous partie et que ce principe-là, il faut le traduire dans le droit de l'environnement. C'était un petit peu là la feuille de route qu'on a eue dès le début, il y a une dizaine d'années, quoi. Alors, j'en reviens à cette feuille de route et qui est donc le code de l'environnement de la province des îles. Euh, d'accord, effectivement.
Donc, nous, en tant que chercheurs à l'IRD, on était sollicités pour apporter à la province des îles un appui pour qu'ils écrivent un droit de l'environnement qui ne soit pas un copier-coller du droit français de l'environnement, puisqu'effectivement, l'autonomie normative permettait de ne pas faire un copier-coller ou de ne pas appliquer strictement le droit français national de l'environnement. Donc, la province souhaitait donc un droit qui lui corresponde, qui représente ses propres choix, ses propres valeurs, etc. Donc, il fallait que nous, par nos travaux scientifiques, on puisse accompagner la province à parvenir à cet objectif. Et une fois qu'on a fait tous les travaux préliminaires, c'est proposer une rédaction de textes juridiques, ça s'appelle des délibérations de la province, et puis qui est ensuite repris par des experts avant d'être proposé dans le circuit législatif, si je puis dire, entre guillemets, de la province. Et puis, le Code de l'environnement, c'était aussi mettre en œuvre les principes constitutionnels français, puisque dans la hiérarchie des normes, la Constitution s'applique en Nouvelle-Calédonie et s'applique aux provinces. Et donc, la seule chose, à la limite, avec les textes internationaux, c'est les principes constitutionnels que même les provinces, même si elles ont une autonomie normative, elles doivent suivre. Et donc, la province, elle était très ouverte, les élus de la province étaient très ouverts pour que, justement, nous puissions innover, proposer des choses dans le droit de l'environnement, même si ça ne se fait pas ailleurs, même si ça ne se fait pas en France, au niveau national, c'est pas grave. La province était partante pour un droit qui protège le plus possible l'environnement, et au nom des générations futures notamment. Alors, le code de l'environnement de la province des îles, on pourrait en parler longtemps, c'est que elle a cette particularité-là, ce code de l'environnement, il a cette particularité-là, le code, c'est que l'association des autorités coutumières à la gestion de l'environnement est centrale. C'est-à-dire que la province va même jusqu'à instaurer un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les autorités provinciales s'effacent devant les autorités coutumières quand l'environnement est correctement protégé par les pratiques traditionnelles. Donc, alors ça se fait sous contrôle, je dirais, c'est pas donner un carte blanche, mais parce que l'objectif essentiel, c'est la protection de l'environnement. Donc, tant que ce principe-là est respecté, eh bien, les autorités coutumières peuvent décider de comment protéger l'environnement sur leur territoire respectif. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le principe unitaire de vie, c'est-à-dire c'est de la vision holistique du peuple kanak, et notamment du peuple kanak des îles Loyauté, eh bien, ça se retrouve dans cet article 110.3 du Code de l'environnement, qui dit effectivement que le principe unitaire de vie signifie que l'homme appartient à l'environnement naturel qui l'entoure, et que son identité est celui de la nature. Donc, afin de tenir compte de cette conception de la vie, certains éléments de la nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique, une beauté de droit qui leur sont propres, sous réserve, bien sûr, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Donc, vous voyez, donc le principe était posé en 2016. Donc, ce principe-là a été adopté en 2016 lorsque le Code de l'environnement a été adopté par la province. Et donc, la méthodologie, je n'ai pas insisté dessus. C'est-à-dire qu'en 2016, la province des îles a adopté la structure du code avec tous les livres, les chapitres, etc., qui allaient le composer. Et puis, petit à petit, année après année, la province adopte des délibérations qui viennent prendre leur place dans le code de l'environnement. Donc, c'est comme ça que la première année, donc en 2016, les principes du droit de l'environnement de la province des îles ont été adoptés. Et dans ces principes-là, vous avez ce principe unitaire de vie. Et donc, dès le départ, dès 2013, la province des îles avait, les élus de la province des îles, les personnels de la province des îles,
avec qui j'ai eu la chance de travailler, ont choisi cette option-là, c'est-à-dire qu'il fallait reconnaître euh, un statut de personne juridique à certains éléments de la nature, parce que ces éléments étaient symboliquement importants à leurs yeux, que ça ne pouvait pas être juste des espèces protégées, que c'était autre chose que ça, c'était plus que des espèces protégées. Et donc, il fallait trouver une solution juridique à ça. Donc, avec ce cahier des charges, comme je disais, donc on est parti sur comment mettre en œuvre ce principe unitaire de vie et reconnaître certains éléments comme sujet de droit. Et je veux dire, c'était pas quelque chose que nous on a apporté. C'est-à-dire que il y avait une attente locale. Il y avait une attente locale parce que les élus kanak étaient sensibles à cette dimension de la nature que j'ai rappelé tout à l'heure. Et pour eux, dans le droit de l'environnement existant, c'est-à-dire le droit positif dans les années 2013-2014, eh bien, il n'y a rien qui répondait à leur attente. C'est-à-dire rien qui faisait que la nature était autre chose que des ressources naturelles, des choses à exploiter, bien sûr, correctement, sans abuser, etc. Il y avait certains animaux, certaines espèces vivantes ou certains sites naturels qui, à leurs yeux, avaient une symbolique tellement importante qu'elle ne pouvait être que l'égale des humains. Et donc, il fallait leur donner un statut autre que celui de simple espèce protégée. Et c'est comme ça que, pardon, je ne sais pas si sur votre écran aussi ça se voit comme ça, mais tout est sur l'écran de ma fille, ça complètement. Je suis désolé. Donc, on est arrivé à écrire donc dans le Code de l'environnement, dans la délibération qui a été adoptée cette année, le 29 juin 2023. Donc, on a introduit un chapitre donc dans le régime de protection du vivant et des intérêts culturels associés. Donc, il y a une section qui traite des entités naturelles sujets de droit. J'insiste sur ces termes-là, donc vous avez compris que, bien sûr, en jouant sur les mots et les sons, je parlais d'anges de la mer. Donc, les entités naturelles juridiques sont quand même une innovation majeure, je pense, pas seulement dans le droit de la promesse des îles Loyauté ou même en droit français, ça peut se discuter, parce que pour l'instant, au niveau national, il n'est pas question d'en arriver là. Mais je pense que pour nous qui, avec l'Observatoire notamment, nous intéressons à la question des droits de la nature, eh bien, la recherche aussi fait avancer un peu les concepts. Et je pense que c'est là-dessus que je voudrais en tout cas insister aujourd'hui, même si effectivement, on considère que les requins et les tortues sont des entités naturelles euh, sujets de droit. D'autres éléments du vivant et des sites viendront compléter cette liste et sur proposition citoyenne, sur proposition administrative, peu importe. Mais en tout cas, aujourd'hui, la liste, il fallait commencer par quelque chose et les requins et les tortues, donc, sont devenus des entités naturelles sujets de droit. Alors, comment y est-on parvenu? Comment est-on parvenu? Donc, j'ai un peu rappelé les contextes, mais il y a eu tout ce travail de fond, justement, sur la question de la personnalité juridique, cette question à laquelle vous êtes familier, donc, quand on travaille sur les droits de la nature. Donc, cette idée de personnalité juridique, c'est ça, c'est-à-dire que la qualité de sujet de droit appartient aux intérêts que les hommes vivant en société reconnaissent suffisamment importants pour les protéger par le procédé technique de la personnalité. Donc, c'est pas tout jeune, ça date de 1909 déjà. Et ce que le civiliste français disait en 1909, le juriste anglo-saxon le disait aussi quelques années plus tôt dans son ouvrage majeur sur la théorie du droit. Donc, donc on est exactement dans la même définition, je dirais, dans les deux cas, en tout cas, l'idée que il n'y a rien qui s'oppose finalement à ce que certains éléments de la nature soient considérés comme des personnes juridiques, etc. Donc, OK, on est parti là-dessus.
Donc ça, c'est un peu le soubassement scientifique, le soubassement juridique de nos réflexions sur la personnalité à reconnaître à des éléments de la nature. Alors évidemment, il y a toujours l'épineuse question des droits et devoirs d'une personne juridique. Quelles obligations imposées à la nature et ses éléments? Donc on y revient tout le temps. Donc tous ceux qui travaillent sur les droits de la nature se retrouvent face à cette question-là. Et puis évidemment, pourquoi reconnaître des droits à la nature? On a déjà un droit de l'environnement. Quelle garantie que les droits de la nature seront plus efficaces? Quelle face humaine vous allez trouver à ces personnes naturelles? Et puis finalement, est-ce que tout ça, c'est pas de l'anthropocentrisme quand même? Puisque vous savez donc en termes d'éthique environnementale, bon, on pense que les droits de la nature correspondent plus à une vision soit biocentrique, soit écocentrique que anthropocentrique. Donc, tous ces débats-là, si vous voulez, empêcher en tout cas la réflexion d'avancer en matière de droit de la nature et de la personnalité juridique. Et c'est là que nous, on a souhaité aussi avancer dans la chose. D'une part, sans attendre les débats scientifiques et des juristes et de la doctrine, etc. Vous le savez comme moi, bon, un certain nombre de pays ont adopté des réglementations, soit locales, soit nationales, etc. Donc, pour reconnaître certains éléments de la nature comme sujet de droit. Donc, depuis 2008, donc depuis 15 ans maintenant, donc on a quand même un progrès qui est... et là, ce sont des décisions qui sont, je dirais, bon, connues, répertoriées, etc. On voit qu'aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives citoyennes un peu partout dans le monde pour reconnaître telle ou telle rivière, tel ou tel cours d'eau comme sujet de droit. Donc, on est dans ce contexte-là plutôt favorable à une évolution du droit. Alors, moi, je suis parti des réflexions avec mes collègues avec qui je travaille, hein, donc je passe pas un travail solitaire. Le problème, il est où? Le problème, il est dans notre conception du droit. Nous tous qui sommes, en tout cas tous les juristes qui assistent, le savent, dans les premières années de faculté de droit, on nous apprend cette summa divisio qui nous vient des Grecs et des Romains, où effectivement le droit, c'est à la fois des sujets et des objets. Chez les sujets, on trouve les personnes, et parmi les personnes peuvent être soit des personnes humaines, c'est-à-dire des individus, ou des regroupements d'humains, donc ils peuvent être des entreprises, des collectivités territoriales, des associations, des ONG, etc. Donc ça, c'est des personnes. Et de l'autre côté, les objets sont des biens, et c'est-à-dire c'est tout le reste. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas humain ou regroupement d'humains rentre dans la catégorie des biens et des objets. Donc, en 2015, en France, lorsque le Code civil a été révisé pour dire que les animaux, pour reconnaître que les animaux, par exemple, sont des êtres vivants doués de sensibilité, la phrase d'après s'est empressée de dire que ils restaient dans la catégorie des objets et des biens, et donc soumis au droit des biens. Et donc, on est parti de l'intuition que c'est ça qui pose problème. Si on veut progresser dans l'amélioration du droit de l'environnement, tant que les biens resteront assujettis aux personnes, et tant que la nature se retrouvera dans cette catégorie de choses assujetties aux humains, on n'avancera pas. Donc, c'est là qu'on s'est dit, bon, il faut avancer. Alors, on s'est dit, ben, après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce qui, au fond, propose à ce qu'on change de vision? C'est pas parce qu'on a pris ça à la première année de la faculté de droit que ça doit s'imposer. C'est pas parce qu'il y a des décennies de doctrines qui n'ont fait que travailler sur cette vision-là des choses qu'on doit s'arrêter à ça. Alors, on s'est dit pourquoi pas, euh, on va essayer d'innover, on va essayer d'innover, on va essayer de franchir le pas et créer donc une nouvelle catégorie de sujets de droit que seraient les entités naturelles juridiques. Et donc, les entités naturelles juridiques sont détentrices de droits, ils leur sont propres,
Et là, elles atteignent un pied d'égalité avec les personnes juridiques. Vous voyez, donc c'est là que se réside, je dirais en quelque sorte, l'astuce, si on veut. Parce que, en fait, moi, je suis parti de l'idée que les relations entre l'homme et la nature sont asymétriques dans le droit. Il y a une supériorité de l'humain sur tout le reste. Et ça, c'est ça qui est la cause principale des problèmes d'environnement qu'on connaît. En tout cas, l'érosion de la biodiversité qu'on connaît, les pollutions, les destructions de forêts, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, c'est parce que on fait passer d'abord l'humain. Et ensuite, l'humain a le droit de faire ce qu'il veut de tout ce qui est objet. Eh bien, remédions à ça, peut-être que on euh, pourra peut-être avoir des résultats différents. Donc, soyons tous d'accord, hein. Ce n'est pas une solution miracle, comme je le dis à chaque fois. Ce n'est pas ça qui va révolutionner tout du jour au lendemain, mais il faut peut-être en passer par là. C'est-à-dire, il nous reste à construire le régime juridique des entités naturelles juridiques. On a lancé cette idée-là, on a créé donc un régime juridique pour les requins et les tortues en province des îles Loyauté, mais tout reste à compléter. Donc, si on revient au schéma que je vous montrais tout à l'heure, eh bien, dans la catégorie des sujets, donc on s'est dit que, eh bien, on va créer une nouvelle catégorie, celle des entités naturelles juridiques, à côté des autres. Et d'ailleurs, ce schéma-là, au moment même où je vous le présente, je me dis que j'ai peut-être mal positionné la case entité naturelle juridique. Vous voyez, parce que je l'ai mis dans la catégorie des personnes. Je pense qu'il faut que je la mette dans la catégorie des sujets, c'est-à-dire que je la remonte d'un étage pour que ce soit plus cohérent. D'accord? Donc, comme ça, on a les personnes qui sont personnes humaines et regroupements d'humains. Et ensuite, on a les entités naturelles juridiques qui peuvent être multiples, justement. Ça peut être un fleuve, ça peut être une montagne, ça peut être une forêt, ça peut, etc. Donc, et des requins et des tortues. Et donc, l'idée, en tout cas, c'était de sortir des éléments de la nature de la catégorie des biens, de la catégorie des objets. D'accord? Donc, une fois que c'est ça, euh, cette étape-là, si intellectuellement elle est franchie, et donc en province des îles, elle a été franchie, donc les élus ont voté pour cette catégorie-là, pour la création de cette nouvelle catégorie de sujets de droit, parce que ça correspondait à leur vision. Donc, on est passé à l'étape d'après. Donc, alors évidemment, donc, les tortues marines et les requins qui deviennent sont des espèces emblématiques en province des îles Loyauté. Elles comptent aux yeux plus particulièrement que d'autres. Une étude scientifique a été faite par des collègues anthropologues, notamment en Nouvelle-Calédonie, et sur des centaines de réponses, eh bien, les tortues et les requins arrivaient en premier parmi les espèces emblématiques euh, décrites par les personnes interrogées dans le cadre d'enquêtes, d'interviews, etc. Donc, et puis, ce qui a permis aussi l'évolution, c'est pour ça que j'ai rappelé le contexte institutionnel de la Nouvelle-Calédonie au tout début, c'est qu'on est en mesure effectivement de décoloniser un peu le droit de l'environnement en tout cas, parce que les provinces ont cette autonomie normative qui leur permet de ne pas suivre nécessairement ce qui se fait au niveau national euh, en France. Donc, il y a nécessairement dans l'esprit des Loyaltiens l'utilisation de l'émancipation qui leur a été offerte dans le statut de l'accord de Nouméa notamment, et donc utiliser ces marges de manœuvre donné par le constituant et le législateur national, eh bien, c'est rendu possible euh, en province des îles. Donc, il y a effectivement cette avancée, si je puis dire, elle est possible dans ce contexte-là aussi, quoi. Alors, pour terminer, hein, donc, moi, je pense que comme je l'ai dit, on est dans un contexte d'érosion de la biodiversité, on cherche des solutions. Euh, je veux dire, on sait tous décrire la situation. Ça va mal pour la biodiversité au plan mondial. Eh bien, il faut chercher des solutions. Donc, euh, en plus, lorsqu'on a affaire à des espèces rares, des espèces menacées d'extinction, comme certains requins notamment, eh bien, il faut chercher des solutions
innovantes, plus ambitieuses, etc., que tourner en rond autour de ce qui existe, quoi. Et puis, je pense qu'effectivement, la culture a son rôle, donc la façon, en tout cas, de te relier à la nature est important. Donc, et ça, je veux dire, si on sort de la vision, et je pense que ce n'est pas réservé aux populations autochtones, ce n'est pas réservé aux simples, aux pays, comme, moi je l'ai souvent entendu cet argument-là en disant que, bon, les pays européens n'étaient pas faits pour les droits de la nature parce que, voilà, il fallait être autochtone, il fallait être traditionnel, etc. Donc là, c'est, chez eux, c'est très bien, mais pas chez nous, etc. Je pense que de plus en plus, dans les sociétés occidentales, entre guillemets, eh bien, cette relation avec la nature est exprimée de manière plus en plus claire, cette relation particulière avec la nature, le besoin de respecter la nature pour ce qu'elle est. Euh, et donc, je pense que on est mûr, quoi. On est mûr, en tout cas, dans les sociétés occidentales. D'ailleurs, l'Espagne a un peu montré la voie avec Mar Menor. Donc, je pense que en changeant simplement de dimension, c'est-à-dire en oubliant un peu tout ce qu'on a appris. Hein, c'est ce que je dis, il y a des choses à désapprendre. Donc, la summa divisio, sujet, objet, etc., rester coincé dedans et dire que tout ce qui n'est pas humain est objet, eh bien, sortant de ça. Et après, la voie est libre pour faire plein de choses intéressantes, comme la création de ces entités naturelles juridiques. Et donc, je pense que c'est effectivement quelque chose d'encourageant en tout cas, quoi. Voilà. Merci de votre attention. Je pense que j'ai été trop long, mais j'espère qu'on aura même un peu de temps pour discuter. Merci beaucoup, Victor David, de cette présentation merveilleuse. Vraiment, je trouve que tu as abordé des sujets qu'effectivement, des questions qui nous viennent aussi à l'Observatoire souvent, notamment avec les projets de la reconnaissance de la personnalité juridique du fleuve Saint-Laurent. Donc, et qui nous disent pourquoi, si les droits de l'environnement seraient parfaits, entre guillemets, et pourquoi est-ce qu'on ajouterait un nouvel statut, les questions des droits, des questions des devoirs. Et donc, je pense que c'est bien de voir que ces réflexions sont très similaires, peu importe où on se trouve dans la planète, mais que nous avons tous un lien parce que ce qui arrive en Nouvelle-Calédonie, cette protection, va bénéficier finalement le restant de l'humanité, de la planète tout entière, de toutes les espèces, parce qu'on voit qu'avec la mer, on est tous reliés. Et comme il nous disait une collègue Inou, Rita Mestokosho, qui est aussi chercheur associé, elle disait l'eau des rivières s'en va vers la mer. Et finalement, la mer, elle nous rallie, elle nous unit. Donc, l'eau nous unit toutes et tous. Merci de cette belle présentation. Et puis, je vais donner la parole. Je vais inviter à l'audience à poser des questions. Donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez lever votre main pour que je puisse vous attribuer le droit de parole et puis vous poser une question ou faire un commentaire. Nous avons environ 20 minutes, alors c'est le moment. Donc, pour réchauffer un peu cette période des questions-réponses, et on va commencer avec une question. Est-ce que vous avez déjà une idée de quelle entité naturelle en Nouvelle-Calédonie pourrait s'ajouter à la liste des anges, des entités naturelles juridiques? Il faut enlever les mutes, là, Victor. Oui, effectivement, Merci. donc en province des îles, euh, comme je disais, bon, c'est une idée qui est en maturation depuis une dizaine d'années. Euh, et les requins et les tortues ont été tout de suite identifiés par les interlocuteurs des îles Loyauté, que ce soit les élus ou des autorités coutumières. Et on s'est dit, voilà, on va pas faire une liste complète, exhaustive avant de commencer la réglementation. On va commencer la réglementation avec ces deux espèces et on pourra rajouter dessus tout ce qu'on veut. Alors, tout ce qu'on veut, dans les discussions que j'ai pu avoir avec les autorités coutumières, avec les élus, etc.,
Il y avait d'autres espèces animales ou végétales qui étaient considérées comme importantes. Un interlocuteur de l'île d'Ouvéa m'a demandé si un arbre particulier qu'il connaissait, qui était quasiment le seul survivant de cette espèce-là, est-ce que cet arbre-là pouvait devenir une entité naturelle juridique? J'ai dit oui, bien sûr, si c'est la volonté partagée par l'ensemble des élus de la province, puisque c'est eux qui votent l'ajout dans la liste, il n'y a aucun problème. Les autorités coutumières ont souvent évoqué des sites naturels, parce qu'en Nouvelle-Calédonie ou sur les îles Loyauté, il y a des sites sacrés, des endroits qui sont sacrés, des tabous, des îlots qui sont tabous. Et est-ce que ces îlots-là pourraient devenir des entités naturelles juridiques? Ma réponse aussi a été positive parce que rien ne s'opposait effectivement. C'est pour ça que je rappelais la définition de démog. Si c'est suffisamment important à vos yeux pour être considéré comme pouvant être une entité naturelle juridique, c'est pas aux juristes de dire que c'est pas possible, quoi. Donc, c'était ça l'argument. Alors, je reviens, si tu me permets, Yannis, s'il n'y a pas de questions, évidemment, qui brûlent les lèvres de quelqu'un, sur cette idée d'entité naturelle juridique, sur le choix des mots. Parce que petit à petit, donc, mon travail, mes réflexions sur les droits de la nature de manière générale, me feront penser qu'il faut s'écarter des termes de personnalité juridique. D'accord? Pourtant, tu le sais, on a travaillé sur la personnalité juridique du fleuve Saint-Laurent, mais je me rends compte que effectivement, il y a aussi des blocages psychologiques, des blocages intellectuels sur l'usage ou le recours à la notion de personnalité juridique. C'est pour ça que j'ai proposé cette troisième catégorie de sujets de droit, ou en tout cas cette deuxième catégorie de sujets de droit qui serait pas les personnes, mais les entités naturelles juridiques, parce que ça a ce grand avantage de distinguer le régime juridique des anges de celui des personnes humaines et des personnes tout court. Et donc, ça nous fait, par exemple, sauter le débat sur les devoirs. Parce que lorsqu'on parle de legal persons, on dit tout de suite duties, rights, liabilities. Donc, c'est un trio qui est obligatoire. On associe immédiatement. Et donc, quand on dit qu'on veut faire la même chose avec les entités naturelles, ils demandent où sont les duties, où sont les liabilities. Donc, si tu dis, ben non, je laisse tomber la catégorie des personnes, je crée une nouvelle catégorie, des entités naturelles juridiques, et elles n'ont que des droits. Après tout, rien ne nous empêche de le faire. Après, si on veut reconnaître des obligations, pourquoi pas, ça peut se faire. Et c'est pour ça que je pense que euh, dans l'évolution qu'on va avoir sur le régime des entités naturelles juridiques, sur les progrès qu'on pourra faire, il faut que ce soit vraiment, faut pas chercher l'universel. Je veux dire, faut pas chercher à avoir un one size fits all pour tout, comme on a tendance à le faire, y compris en droit, parce qu'en droit, on veut que les choses se ressemblent, on veut objectiver les choses, comme ça c'est plus simple. Non, on va choisir justement de distinguer. Un requin n'a pas les mêmes droits qu'un fleuve, il n'aura pas les mêmes droits qu'une forêt, qui n'aura pas les mêmes droits qu'un ours ou des loups, etc., etc. Donc, il faut que chaque entité naturelle, elle puisse avoir finalement un régime juridique qui lui corresponde, même si on reconnaît des droits fondamentaux à toutes les entités naturelles juridiques, ne serait-ce que le droit à la vie, par exemple, quoi. Comme c'est le droit à la vie, à prospérer, toutes choses qu'on retrouve dans les formulations des entités naturelles à travers le monde. Il y a quelques droits fondamentaux qui sont reconnus à l'ensemble des entités naturelles juridiques, et puis chaque entité naturelle, les requins, comme je dis, donc, n'ont pas les mêmes droits que les tortues. Voilà. C'est merveilleux, c'est vraiment, et moi j'adhère à cette notion des anges, les anges Très de bien. la nature. Et puis en Colombie, d'ailleurs, on a adopté c'est ça, l'identification comme entidad légale, plus entité, juste pour faire un peu une petite distinction. Mais c'est super. Ici, on a des commentaires dans les chats et quelqu'un dit, c'est super, bravo à vous pour cette réalisation. Et merci. Merci. Il y a Philippe Necotrotro qui dit Oleti Atraquater, Monsieur Victor David. C'est toujours une force de vous voir et vous entendre, même si cela se fait par écran interposé et signaux électriques.
Est-ce que les codes tiendront si le devenir institutionnel du pays changera? C'est sa question. Ah oui, effectivement, c'est une bonne question. D'abord, je remercie Philippe qui est un fidèle parmi les fidèles ancien étudiant de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et je le félicite d'avoir eu le courage d'être réveillé à 3 heures du matin pour suivre en direct ce webinaire. Est-ce que les codes changeront? Alors effectivement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le contexte institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, vous savez que l'accord de Nouméa de 1998 est arrivé, je dirais, presque en fin de vie, dans le sens où il était prévu qu'au bout de 20 ans, il y ait des référendums pour savoir si la Nouvelle-Calédonie souhaitait rester française ou si elle souhaitait devenir indépendante. Il y a eu 3 référendums, ou je dirais plutôt 2 référendums et demi, parce que le troisième n'était pas très satisfaisant de la manière dont il a été organisé. Euh, et en tout cas, la population qui a voté en majorité a choisi de rester au sein de la République française. Et donc, il est question maintenant de réfléchir à un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie, avec de nouvelles institutions, une nouvelle organisation, etc. Donc, est-ce que dans la nouvelle organisation qui doit se décider en 2024, hein, donc ça devrait aller assez vite, est-ce qu'on aura 3 provinces? Est-ce qu'on aura 3 provinces qui seront autonomes? Malheureusement, je n'ai pas la réponse. On peut le craindre parce que autant, et je le dis sans hésiter, la création des provinces a été réfléchie depuis très longtemps et surtout, la création des provinces a été une réponse politique au problème de sous-représentation des Kanaks dans la vie politique de Nouvelle-Calédonie. Donc, supprimer les provinces, ou en tout cas leur enlever du pouvoir qu'elles ont aujourd'hui, reviendra à faire un pas en arrière de 40 ans, de 50 ans. Et donc, malheureusement, on peut craindre par rapport à la question de Philippe, euh, est-ce que, euh, est-ce que ça remettra en cause c'est possible. Donc, c'est aux élus, je dirais, de la province des îles, c'est aux élus de la province nord où les Kanaks sont majoritaires, de défendre la provincialisation, de défendre les acquis, pour qu'on ne revienne pas sur les acquis de l'accord de Nouméa, des accords de Matignon en 88 et de l'accord de Nouméa en 98. Donc, ça, c'est presque mon souhait de citoyen de la Nouvelle-Calédonie où j'ai quand même vécu 20 ans, donc j'y ai encore laissé un peu d'âme là-bas, et surtout que je suis revenu avec beaucoup d'âme de Nouvelle-Calédonie, là où je suis, quoi. Voilà, Philippe, je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres occasions. Merci. Tom Grayson il nous dit, David, merci beaucoup, très instructif. Il y a aussi Sylvine Melino, écrit dans le chat, il dit, qui dit entité juridique dit aussi frais juridiques. Les plaintes seront initiées par des organismes de défense de la nature ou des groupes de citoyens. Est-ce que les frais juridiques seront assumés par ces groupes? Si tel est le cas, cela ne fragilise-t-il pas la défense de ces nouvelles entités juridiques? Oui, c'est effectivement une question importante puisque un des droits que nous avons introduit en faveur des entités naturelles juridiques, c'est celui de l'intérêt à agir. C'est-à-dire que les entités naturelles disposent de leur propre entité, de leur propre intérêt à agir, et cet intérêt à agir est exercé en leur nom, au nom des entités, par un certain nombre de porte-paroles, parmi lesquels des porte-paroles institutionnels, c'est-à-dire le président de la province peut, au nom des entités naturelles, euh, porter des affaires devant les tribunaux, et donc ça va engendrer des frais que la province va couvrir. Il y a des porte-paroles officiels nommés par la province, qui eux aussi seront pris en charge par la province, par la collectivité. Et puis, l'intérêt à agir peut être exercé par des associations de protection de l'environnement. Et dans ce cas-là, vous avez raison, Madame Merino, ce seront probablement à leurs frais que ces associations le feront et à se faire rembourser si elles gagnent le procès, etc. Mais je dirais les personnes publiques
qui ont la faculté d'exercer l'intérêt à agir d'une entité naturelle, eux n'ont pas de frais à débourser puisque c'est la collectivité qui les assumera pour eux. Donc, on peut espérer que ça ne fragilisera pas la défense des anges, mais que effectivement, si aucune entité publique ne se manifeste, enfin aucun porte-parole officiel ne prend la défense des anges, mais ça serait contre leur mission, puisqu'ils sont les porte-parole et ils sont là nommés expressément par un arrêté du président de la province et tout pour défendre les intérêts. Donc, c'est leur mission, c'est leur raison d'être. Si les porte-paroles officiels ne le font pas, à ce moment, les associations, les citoyens pourront porter plainte et exercer l'intérêt à agir directement. Merci. Je pense que cette question est fondamentale. Donc, de ne pas limiter seulement cet intérêt à agir aux gardiens, finalement, à ces personnes qui vont être désignées, mais aussi ouvrir la voie au cas de, c'est ça, d'omission d'exercer cette fonction fondamentale à tous les citoyens, finalement, de pouvoir agir. Donc, je pense que c'est très intéressant et on prend note pour le fleuve Saint-Laurent. Je pense que c'est important de l'inclure aussi. Et puis, on a une personne, Credespo, qui a levé la main. Je l'invite à, à, à se prononcer. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, bonjour, vous Oui, m'entendez? oui, très bien. Edespo, c'est le nom de mon laboratoire, c'est Adama Traoré. Professeur, vous allez bien? Adama, merci. Oui, enchanté de vous Oui, revoir. tout d'abord, je remercie M. David. C'est la deuxième fois que je suis votre webinaire. La dernière fois, c'était avec, je pense, le CRIDIMI, ou je sais pas, l'Université de Bourgogne. Ah, d'accord, C'était ok. c'était sur les personnalités juridiques euh, D'accord. de la nature. Franchement, merci à vous, merci pour l'exposé. Moi, j'ai juste une seule question par rapport à la place des espèces migrateurs. Euh, Mhm. les espèces migrateurs, quelle est leur place dans la protection ou dans leur qualification comme sujet de droit? On sait très bien que le droit international prévoit, prévoit des dispositions par rapport à une gestion coopérative de ces espèces. Et maintenant, est-ce que le code a prévu quelque chose pour ça ou pas? En quelque sorte, Alors, leur place dans les espèces migrateurs. Est-ce qu'ils sont pris en compte par le code ou merci Adama, parce qu'en fait, votre question me permet, si vous voulez, de justement montrer les limites de cette initiative hein, de la province des îles Loyauté. Euh, Pourquoi? Parce que la réglementation provinciale des îles Loyauté ne s'applique que sur sa circonscription, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire sur le territoire émergé des îles Loyauté et sur le domaine public maritime de la province. Donc c'est assez restreint quand même comme territoire terrestre et maritime. Et c'est à l'intérieur de ces territoires-là le statut d'entité naturelle juridique existe aujourd'hui. Une fois que nos espèces migratrices seront malheureusement sorties des eaux de la province des îles Loyauté, elles perdent leur statut. Elles deviennent soit elles sont des espèces protégées, parce que la réglementation calédonienne peut leur accorder ce statut dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie, euh, ou alors on est dans les eaux d'une autre province qui leur accorde ce statut-là. Ça peut être aussi le cas. Mais si c'est pas le cas, elles vont tomber soit dans une catégorie d'espèces protégées, soit pas du tout. Et donc, elles seront à la merci de ceux qui veulent les chasser ou les pêcher, etc. Donc, voilà, il faut avoir en tête que c'était la volonté de la province des îles de le faire. Ça traduisait leur conception de la vie, leur conception du respect dû à la nature. Euh, mais une fois que les espèces vivantes, notamment migratrices, sortent du territoire de la province des îles Loyauté, aujourd'hui, elles n'ont pas ce statut. C'est un peu ça qui, si vous voulez, qui m'a amené aussi
à m'intéresser, comme Yanni le rappelait au tout début en me présentant, à m'intéresser, à travailler en tout cas, à la faisabilité de reconnaître des espaces maritimes plus importants, comme la mer Méditerranée actuellement, pour dire qu'effectivement, voilà, si on pourrait travailler sur la personnalité, sur des entités naturelles dans les eaux françaises, dans les eaux monégasques, dans les eaux italiennes, mais une fois que une entité naturelle sera sortie de ces eaux-là et qu'elle ira dans les eaux espagnoles ou grecques, etc., s'il n'y avait pas la même réglementation, eh bien, il n'y aurait pas de protection, quoi. Donc, ça fait partie des limites. Mais je pense que s'il attendait que les 21 pays riverains de la Méditerranée sautent de joie à ma proposition, je pense qu'on y sera encore dans très longtemps. Donc, en Nouvelle-Calédonie, on espère que ça va donner des idées aux deux autres provinces. Ça peut inspirer les pays océaniens, je pense qui ont cette même conception de la relation, que ce soit les Mélanésiens, que ce soit les Polynésiens, eh bien, ils ont cette même conception de la relation avec la nature, avec la mer, avec les tortues, avec les requins, etc. Donc peut-être que Fidji, Vanuatu, Tonga, etc. pourront adopter des règles similaires à celles de la province des îles Loyauté. D'accord, merci. J'espère que j'ai répondu à votre question, Adama. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de cette réponse. Effectivement, je pense que ça inspire les autres. Et puis, on est aussi inspiré par ce travail et ça fait boule de neige. Alors, je pense que de plus en plus, on est de plus en plus nombreux à réaliser l'importance et la puissance de cet outil de reconnaître des droits à des entités naturelles, à la nature, à des espèces. Parce que finalement, je pense aussi, comme plusieurs de nos chercheurs et participants à l'Observatoire, que c'est une voie très puissante, mais qu'on est tellement en urgence d'agir qu'on est rendu là. On est rendu là et puis ce travail, ça montre que c'est possible et puis finalement que cet exemple soit suivi par les autres États, par les élus, par les autres peuples qui finalement aussi partagent, comme ici au Canada, on a des Premières Nations, partagent aussi cette vision holistique de la nature. Et puis concernant la question de l'implication des peuples autochtones, je trouve que là où il y en a, c'est important de les inclure parce que cette vision et cette richesse de cette communauté de vie qui ont développé depuis des millénaires, ça vaut la peine de la mettre en valeur via toute reconnaissance des droits des entités naturelles parce qu'ils ont été des gardiens ancestraux, des gardiens naturels depuis des millénaires. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions de l'audience, je te remercie beaucoup, Victor, d'avoir pris le temps de te préparer, de nous faire une si belle présentation très claire, avec des belles images qui nous donnent envie d'aller visiter la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, et puis de connaître davantage sur ce peuple. Et puis on reste en contact, on reste au rendez-vous. Probablement que le prochain webinaire va porter sur le Rio Laje, le fleuve Laje au Brésil, qui a obtenu aussi ce statut d'entité juridique ou de personnalité juridique au mois de juillet dernier. Donc, pendant l'été, ça a été occupé pour les droits de la nature. Ils n'ont pas pris de vacances. Alors, bravo pour ça. Et donc, on reste à l'affût des nouvelles de l'Observatoire. Merci encore et à toi le dernier mot. Écoute, merci à toi donc pour l'invitation. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes, qui se sont connectées pour écouter cet échange. Et puis, un clin d'œil particulier, effectivement, à notre ami de Nouvelle-Calédonie, malgré l'heure très, très tardive. Et moi, je suis, comme tu le sais, heureux de partager effectivement le fruit de nos travaux de recherche, de nos réflexions, parce qu'il faut avancer sur cette question des droits de la nature. Et donc, je pense qu'on a atteint une première étape de réflexion sur les droits de la nature depuis 5-6 ans maintenant, et que maintenant, voilà, effectivement, peut-être proposer de nouvelles choses, parce que je pense qu'il était évident maintenant je pense qu'on a fait ce pas-là. Je pense que reconnaître les droits à la nature, ça ne pose pas de problème, quoi. C'est quelque chose qui est dans nos têtes d'abord, parce que c'est pas quelque chose qui est juridique, mais c'est dans nos têtes, dans nos mentalités. Et une fois qu'on a franchi ce pas, après,
concrètement, parce qu'en fait, là aussi, je veux pas qu'on s'enlise, parce que dans des débats, les droits de la nature contre les droits de l'homme, les droits de l'homme contre les... Je veux dire, pour moi, si j'ai dépassé ce stade-là, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que le fait de parler d'entité naturelle juridique et pas de personne juridique, ça permet de désamorcer certaines critiques, etc., qui peuvent être légitimes, mais il ne s'agit pas d'opposer la nature à l'homme, mais simplement se dire qu'effectivement, on ne parle que de la même chose et avancer là-dessus, quoi. Donc, je pense que là, la technique de l'entité naturelle juridique, comme nouvelle catégorie de sujet de droit, qui n'a que des droits, qui n'a pas nécessairement d'obligations, qui n'a pas nécessairement de responsabilités, etc. C'est une piste très intéressante, y compris pour le fleuve Saint-Laurent, quoi. Merci, merci beaucoup. Ici, Merci à vous. participants Rita et Lisa, te remercie également. Et puis, toutes et tous qui sont branchés aujourd'hui, et spécialement toute l'équipe de l'Observatoire, remercie chaleureusement de cette belle conférence et au plaisir de continuer à travailler, à collaborer ensemble. Avec plaisir. À Bonne bientôt. soirée pour toi et bonne journée à toutes et tous. Merci. Au revoir.